Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. C'est Fernand et Aurélie pour le village d'Eva, ils sont avec nous. Aurélie, bonjour. Bonjour Patrick Millon. Merci d'être avec nous. Fernand, bonjour. Bonjour Patrick. Toujours un plaisir de vous recevoir. On est toujours fiers quand on voit dans la presse, d'une manière générale, les différentes récompenses que vous avez pu avoir, et notamment cette dernière avec Monsieur Toubon. Tout de même, qu'est-ce que vous avez ressenti? D'abord, qu'est-ce que vous avez eu comme type de récompense, Aurélie? Alors, le village d'Eva a reçu une médaille, un prix du jury, prix spécial du jury pour un projet que le village d'Eva avait fait donc l'année dernière à l'occasion des 25 ans de la Convention internationale des droits des enfants. Donc en 2015, on a fêté les 25 ans de la Convention internationale des droits des enfants et nous avions proposé un projet que nous avions fait en collaboration avec la chorale d'Mgombani et avec l'aide sociale à l'enfance. Voilà, un projet qui a été récompensé par Monsieur Toubon en personne. Fernand, on est fiers quand on reçoit ça à Paris, des mains d'un monsieur comme Toubon? On est très fiers parce que déjà, Patrick, il y a 1 300 000 associations en France. Oui. À peu près 16 millions de bénévoles pour 1 300 000 associations. Les projets ont été labellisés. Il y a eu une centaine de projets labellisés. 26 ont concouru et 6 ont été nominés. Et quand on dit 6 nominés, c'est les grosses associations. C'est vraiment le conseil général, par exemple, je crois, de Tarn, quelque chose comme ça. C'était vraiment un grand honneur pour les Outre-mer parce que c'était le seul prix. Alors, on va parler de votre actualité pour cette année 2016 et vous avez déjà démarré depuis, ça date pas d'aujourd'hui non plus. Votre combat aujourd'hui, en plus de celui qu'on connaît, c'est de s'occuper de ces gamins qui sont dans la rue. Mais en leur donnant une instruction. En fait, ça s'appelle l'école de la rue, c'est ça? Exactement. Donc, vous savez, Patrick, que plus de 5000 enfants ne sont pas scolarisés à Mayotte. Combien? 5000. 5000 gamins ne vont pas à l'école aujourd'hui. Exactement. Entre quel âge et quel âge? Alors, l'instruction est obligatoire entre 6 et 16 ans. Ouais. La scolarisation obligatoire entre 6 et 16 ans. Donc, entre 6 et 16 ans, il y a plus de 5000 enfants qui ne sont pas scolarisés. C'est un chiffre tabou que personne ne veut dire, que personne ne veut mettre au grand jour, mais pourtant, qui le donne il est là. ce chiffre? C'est vous? Alors, ce chiffre est extrait de 3 sources. Ouais. Donc voilà, on a fait des recoupements. Source préfecture, source au niveau des mairies. Et également, nous avons fait notre petite enquête. Et voilà, par notre enquête, nous avons pu extrapoler ce chiffre entre 5 et 7 000 enfants. Entre 5 et 7 000 enfants qui ne vont pas à l'école du tout, hein, c'est pas de temps en temps, ils vont pas du tout à l'école, ils ne sont pas scolarisés. Ils ne sont pas scolarisés. Alors, je le vois arriver gros comme un camion, on va mettre ça sur le dos de l'immigration, j'imagine. Alors, il faut savoir qu'un quart de ces enfants sont des Mahorais. 25%. 25% de ces enfants sont des Mahorais. Donc français. Incroyable. Et ils ne sont pas scolarisés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? C'est pas que les enfants des autres, c'est des enfants qui ne sont pas scolarisés. C'est nos enfants, voilà. Ces enfants, ils traînent dans la rue. Et ces enfants, ils vivent de petits larcins. Ils sont responsables de la délinquance. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés, on se dit qu'on ferme les yeux, ou on essaye de proposer quelque chose, on essaye d'avancer, proposer des solutions alternatives pour la scolarisation de ces enfants. Tous les jours, ou quasiment, Fernand, vous êtes au contact de ces gamins. Comment se passe la première approche? Comment vous les détectez? Il y a un gamin dans la rue comme ça, il est sur un trottoir ou assis sur une murette, vous allez à sa rencontre, discuter avec lui comme ça? Patrick, il faut déjà dire quelque chose, c'est que nous sommes à l'association Village d'Eva des bénévoles. Donc nous sommes 102, nous avons fait venir des contrats civiques. Nous avons aujourd'hui 8 contrats civiques qui travaillent avec nous pour accompagner également ces jeunes. Il faut savoir que ces jeunes, en fait, ils sont dans des îlots de quartier. Par exemple, aujourd'hui, nous, on travaille dans l'îlot de Kaweni, mais il y a des îlots partout. Vous allez à Tunju, vous allez un peu partout, vous allez voir qu'il y a plein de familles qui sont vraiment dans le besoin, quoi. Alors, comment vous faites? C'est-à-dire que vous allez à la rencontre de ces gamins et vous leur dites quoi? Il faut aller à l'école? Non, on fait des maraudes. En fait, nous déjà, depuis l'année dernière, qu'est-ce qu'on fait? C'est que nous avons essayé d'aider les enfants à aller à l'école en constituant des dossiers, en essayant de savoir qu'est-ce qui se passe. Et on a eu plus d'une centaine d'enfants en fait dans le dossier, donc de bouche à oreille, c'est parti. Et nous avons énormément de bénévoles, énormément de demandes, des gens qui arrivent, qui nous disent que voilà, mon enfant ne va pas à l'école, est-ce que vous pouvez nous aider? J'arrive pas à constituer des dossiers, et c'est ce qu'on fait. Alors, l'école de la rue, Aurélie, ça ressemble à quoi? C'est quoi? Alors, l'école de la rue, c'est... Comme son nom l'indique, c'est dans la rue? C'est dans la rue. Vraiment? Sous un arbre, pour être un peu à l'ombre. Donc, les racines de l'arbre, ça sert de banc pour les enfants. Et on a un tableau avec des craies. Voilà. Un tableau portable, évidemment. Un tableau, voilà, qu'on déplace. Ouais. Tableau noir, avec des craies. Voilà, on achète aux enfants des cahiers
qu'ils puissent quand même noter les cours. Et voilà, ça marche vraiment Qui très bien. donne ces cours ? Nos volontaires service civique et nos bénévoles, qui sont très motivés pour donner ces cours. Bon, c'est une instruction, on n'a pas vocation à remplacer les professeurs, on leur offre une instruction à ces enfants. L'idée c'est de leur faire apprendre le français par des méthodes diverses et variées, en montant des projets avec eux. Voilà. Et cette école marche. Vous vous rendez compte le taux d'absentéisme qu'il y a dans certains collèges, dans certains lycées ? Nous, on a 0 taux d'absentéisme. Les enfants viennent tous les jours et se battent pour s'inscrire. C'est hallucinant. Hallucinant. Samuel Bocher, une réaction ? Oui, dans France Mayotte, en début de semaine, nous écrivions sur Canibé, le cas de Canibé où des familles mahoraises veulent absolument contrôler les conditions d'inscription sur les listes pour les enfants dans les écoles au niveau de la mairie. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir si les parents sont français, si les conditions sont respectées et s'il n'y a pas hébergement. Qu'est-ce que ça vous inspire comme méthode ? Déjà, c'est contre la loi. Hein. C'est des méthodes. Je pense que le maire devrait prendre ses responsabilités. Parce que, effectivement, c'est ça le problème à Mayotte, c'est que nous sommes toujours à contre-courant des choses. Vous voyez, en métropole, à l'heure où les régions sont en train de fusionner, à Mayotte, nous sommes en train de nous agrandir le nombre d'élus. Pourquoi pas 4 communes à Mayotte, pour avoir des super communes qui auront plus de budget pour pouvoir se développer. Donc, la population a également un problème. C'est le problème de l'éducation. Si on dit à la population le problème c'est l'immigration, et bien la population va penser que le problème c'est l'immigration. Mais pourtant ce n'est pas que ça. À Mayotte, quand il y a des déficits au Conseil général, est-ce que c'est l'immigration ? Je ne sais pas. Est-ce que quand il y a des problèmes d'embouteillage tous les matins pour venir travailler, est-ce que c'est l'immigration ? Je ne sais pas. Donc il y a des solutions. Il faut se concentrer sur des pistes pour que Mayotte puisse avancer. Et ça, c'est vraiment sur les pistes de la voie économique. C'est pas en allant paralyser des enfants qui ne vont pas aller à l'école. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Comme des animaux, aller agresser des gens, se radicaliser, poser des bombes. C'est ça qu'on veut. Donc, il faut éduquer la population, c'est tout. Alors, il y a beaucoup de réactions aux chiffres que vous avez donnés. 25% sont français, mahorais, français. Il y a quelqu'un qui nous dit « Dites-moi quel mahorais qui a tous ses papiers et qui n'a pas inscrit son enfant à l'école ? Comment c'est possible ?» On n'arrive pas à croire. On n'arrive pas à croire que quelqu'un qui est français n'inscrit pas son gamin à l'école. Pourquoi un Français n'est pas inscrit à l'école ? C'est la faute à qui ? Mais justement, tout récemment, on a un jeune mahorais qui est venu justement nous accompagner sur le terrain pour filmer un peu l'école de la rue et qui nous a dit vraiment, je vis à Mayotte, mais j'avais jamais vu ça. Donc effectivement, Kwesi avait fait un reportage là-dessus, d'ailleurs, sur l'école de la rue. Donc on invite les Mahorais, les Mahoraises à venir. D'ailleurs, on a rencontré l'UNESCO à Paris. Sur les alternatives à la scolarisation. Vous savez qu'il y a eu plus de 9000 naissances à Mayotte cette année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 300 salles de classe dans 3 ans. Donc, est-ce que Mayotte pourra, à terme, je ne sais pas moi, construire autant de lycées, autant de salles de classe, autant de collèges ? Il faut s'interroger. Il y a 89 000 enfants aujourd'hui qui vont à l'école. Donc, il faut pouvoir réfléchir aux alternatives. Et les alternatives, elles existent dans d'autres pays. Et justement, nous allons mettre en place au mois de mars une grande conférence pour réfléchir sur des alternatives à la scolarisation à Mayotte. Parce qu'il faut savoir que c'est le droit à l'instruction qui est obligatoire. Alors, encore un message d'un adjoint au maire à la mairie de Mamoudzou. Bonjour Patrick, dites à vos invités d'arrêter de dire que ces enfants sont des Mahorais. Ils sont français, certes. Les jeunes Mahorais ont une famille qui s'occupe d'eux. On se trompe pas ? Alors, un enfant né à Mayotte, c'est un Mahorais, par définition. D'accord. Le droit du sol s'applique. À ses 13 ans, il peut prétendre à la nationalité. Donc il faut appeler un chat. Je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face et de dire que voilà, c'est des sans-papiers, ils sont nés à Mayotte, ils vont devenir français à 13 ans. Donc c'est ceux-là qui font 25%. Non, c'est pas ceux-là qui font 25%. Ceux-là, c'est l'autre partie, mais les 25%. Mais la mairie de Mamoudzou, déjà, nous on se le dit en face, il faut dire, parce qu'on a eu quand même des échauffourées avec la mairie de Mamoudzou. D'ailleurs, vous allez voir une capsule là-dessus. C'est que les pièces demandées par la mairie ne sont pas des pièces qui sont autorisées. Déjà, 1. 2, la carte scolaire n'est pas du tout respectée. Parce que vous voyez, si vous vivez, par exemple, à Sada et que vous travaillez à Mamoudzou, généralement, vous inscrivez votre enfant à Mamoudzou. Parce que les rythmes scolaires et tout ça. Et donc, vous voyez donc à Mamoudzou, effectivement, ils ont de gros soucis pour les écoles et les classes pléthoriques. Mais sauf qu'en périphérie, en banlieue, les classes, elles sont vides. Ouais. Donc il faudrait déjà mettre en place le respect de la carte scolaire, première.
primo. Et secondo, essayer de réfléchir quand même aux alternatives. Comme on lui disait, aux alternatives à la scolarisation. C'est pas en mettant des fiches qui sont pas autorisées en France, parce que la mairie de Mamoudzou ne respecte pas du tout la loi, qu'on va changer la situation. Vous allez vous faire des amis, Fernand. Il nous reste 2 minutes. C'est le but de l'association. J'aimerais qu'on parle du cas de Aïcha. On en avait parlé sur Quasi. D'autres médias ont relayé l'information également. Cette gamine qui avait disparu, son père l'a cherchée partout, si je me souviens bien de l'histoire. Ça a mis du temps, beaucoup de temps, et vous l'avez retrouvée. Elle est actuellement dans une famille d'accueil, mais alors là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, avec une identité différente. Elle s'appelle plus Aïcha. Comment c'est possible ? Oui, déjà il faut remercier les Quasi FM, Quasi TV. Franchement, bravo, merci pour ce que vous avez fait, Samuel, merci Patrick. Remercier également la gendarmerie qui a fait un travail de fond, parce que on était en contact avec la gendarmerie également. Voilà, il fallait retrouver la petite Aïcha. Alors pourquoi elle n'a plus la même identité, Fernand ? Voilà, elle n'a plus la même identité. Justement, c'est à la justice de faire toute la lumière là-dessus. Mais Aïcha, elle est dans une famille d'accueil, voilà, et la famille perçoit forcément de l'argent pour ça. Attendez, on comprend pas. Cette gamine a disparu. Son père la cherche partout. On la retrouve dans une famille d'accueil. C'est que quelqu'un l'a placée dans cette famille d'accueil. Elle n'y va pas toute seule en tapant à la porte. Bon, c'est quelqu'un l'a placée. Elle a un nom. Quel âge elle a, Aïcha ? Aïcha, elle a 14 ans. Donc 14 ans, on connaît son nom et son prénom. Si je dis pas de bêtises. Et on lui donne un autre nom et un autre prénom. Qui a fait ça ? Non, c'est à la justice. Je crois que la gendarmerie est dessus. Ouais. Donc déjà, comme on le disait, on remercie la gendarmerie parce que c'était quand même un travail de fond. Il fallait la retrouver sous une autre identité. Donc apparemment, la famille d'accueil ne lit pas la presse, n'a pas vu à la télé. Donc on s'interroge quand même. Donc, mais voilà, Aïcha, elle est en sécurité. Voilà, c'est le plus important pour vous. Le reste, c'est l'affaire de la justice. Voilà, la Exactement. justice. Je pense qu'il y a eu des convocations justement par rapport à ça. Samuel, pour conclure. On pourrait en parler pendant des heures du sujet de l'enfance à Mayotte, mais aujourd'hui, rapport accablant de la Cour des comptes, Didier Migaud, le premier président, émet 14 recommandations, dont l'une, c'est il exhorte le conseil départemental, mais aussi l'État, à développer l'aide sociale à l'enfance. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Espoir ou pessimisme ? Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. L'aide sociale à l'enfance, c'est vraiment le service du Conseil général qui est responsable de l'enfance. Et il faut vraiment développer ce service, lui donner tous les moyens de fonctionner correctement. Ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est ce qu'on appelle au conseil départemental l'ASE. Exactement. En tout cas, merci 1000 fois d'être venu. Bravo encore. Et merci pour le travail que vous faites. Il y a vous qui êtes devant les caméras, mais il y a aussi plusieurs dizaines, une centaine je crois, de bénévoles qui sont avec vous. Et on voulait aujourd'hui leur souhaiter une bonne année et leur dire toutes les félicitations qu'elles méritent, toutes ces personnes. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.